Pour notre troisième école de sagesse et d'art de vivre, découvrons le cynisme avec notre philosophe mordant Diogène de Sinope. On pense souvent que le cynisme, tel qu'on lit le mot cynisme dans les médias, renvoie à une attitude politique désabusée, désengagée, de quelqu'un qui ne croit pas dans les institutions politiques, qui ne croit pas à la politique, à la démocratie, à tout ça, et qui se désengage, qui ne s'implique pas, qui est égoïste, etc. Eh bien, nous verrons que si il est possible de faire des liens d'une filiation jusqu'à Diogène, jusqu'au cynisme de l'Antiquité grecque avec Diogène, on ne se limite vraiment pas à ce sens actuel, péjoratif et très restreint du mot cynisme. Découvrons donc cette éthique, cette sagesse, cet art de vivre qui prend le chien comme emblème et pour qui le bonheur s'atteint par l'autarcie et le refus des conventions. Diogène est né à Sinope, comme fils de banquier en l'an -413 et vécu 86 ans dans une pauvreté totale. On le voit vivant dans son tonneau, tel un chien dans sa niche. Il fut exilé à Athènes à la suite d'une histoire de monnaie falsifiée par son père et dont le bruit court qu'il avait été complice. À Athènes, il découvrit Antisthène, le cynique, qui est le père du cynisme, qui a fondé en premier l'école cynique. Et Antisthène ne voulait plus d'élèves parce que ses élèves le décourageaient. Les élèves n'étaient pas attentifs à ses enseignements, alors Antisthène avait décidé de ne plus prendre un seul élève. Diogène, qui l'avait découvert et qui s'intéressait tout de même à ses paroles, le suivait partout. Un jour, Antisthène menaça Diogène de le frapper d'un bâton. Diogène dit « Tu ne trouveras pas de bâton assez dur pour me faire renoncer, pour me faire fuir. Je vais rester ici à t'écouter même si tu me frappes la tête, tant que tes paroles seront pour moi intéressantes, dignes de les entendre. » Sur ces paroles, Antisthène fit de Diogène son seul élève. Pratiquant l'ascèse cynique, Diogène est devenu un sans-abri, vivant dans un tonneau de vin récupéré et déposé quelque part, près de la place publique, mendiant et pêchant des poissons. L'ascèse, ça signifie vivre dans le dépouillement. Donc pour Diogène, l'ascèse est un moyen d'atteindre le bonheur, le fait de posséder le moins de choses possible. Donc il a pratiqué sa vie, il a mis sa philosophie en pratique. L'austérité radicale de Diogène était désirée comme source de liberté. C'est principalement par des témoignages sur les actions et les paroles de Diogène que nous découvrons et comprenons son art de vivre. L'école cynique a été fondée à Athènes par Antisthène vers -390, mais le cynique le plus mordant est Diogène de Sinope. L'étymologie du mot cynisme renvoie à chien. Le chien est comme l'emblème de cette philosophie dont l'art de vivre ressemble à une vie de chien. Que le chien dont il est question ici, la vie de chien dont il est question, est une vie de chien sauvage. Et on est vraiment loin du toutou, du caniche ou du chien qui s'en va se faire toiletter à la clinique de toilettage, du chien qui fait des concours de beauté ou des concours d'adresse. On est absolument loin de ce chien-là. On est aussi très loin du chien gras qui mange, qui vit dans sa maison confortable, qui est obèse à force de manger et de se goinfrer. Donc, on est loin du chien gras, du chien savant ou du chien qui fait des petits tours et du chien qui gagne les concours de beauté. On s'apparente au chien sauvage, une vie de chien, c'est-à-dire vivre selon la nature, en dehors de tous les artifices que peut apporter la vie dans la civilisation. Le cynisme est une philosophie de la liberté radicale et de la contestation des conventions. Le cynisme est une philosophie pratique et non spéculative. C'est-à-dire que pour le cynisme, le plus important est de vivre à la hauteur des préceptes de l'école cynique et non de spéculer comme c'était l'activité chouchou des philosophes à Athènes. Les apostrophes de la part des cyniques, comme des jappements ou des morsures de chiens, s'en prennent à tout le monde sans distinction de classe sociale. Alors, quelle est la voie
Quelle est la recette pour atteindre le bonheur pour Diogène? Il s'agit de la liberté radicale. Si on peut faire un lien avec une fable de La Fontaine, peut-être la connaissez-vous, la fable du loup et du chien? Eh bien, Diogène serait certainement le loup dans cette fable. Nous avons un loup qui vit dans la forêt, près d'un village, près de la campagne, et il est pauvre, évidemment, il survit. Toute sa vie, il la consacre à chercher la nourriture. Donc, ce loup est bien maigre, et sa vie est bien difficile. Sortant de la forêt, explorant un peu, s'approchant de la campagne, il croise un chien de ferme. Ce chien est bien gras. Il manque de rien, il a une belle fourrure, il a l'air en pleine santé, et le loup a envie de le manger, évidemment, mais il se dit ce chien-là a l'air bien en forme, en fait plus en forme que moi, c'est un chien de garde, et il est bien musclé, bien nourri. Dans un combat, je perds. Alors, il change de stratégie, le loup, il commence à discuter avec le chien. « Oh, chien, comment fais-tu pour être si beau, si gras, si bien? » Eh bien, le chien dit « Ah, c'est facile. Vous n'avez qu'à vous soumettre à votre maître, c'est-à-dire que vous gardez le domaine, vous chassez les voleurs, vous chassez les loups qui pourraient venir voler les animaux de la ferme, et en échange de quoi? Vous recevez de l'affection de votre maître, vous lui en donnez, il vous nourrit, et vous êtes bien comme ça. Et voilà, et c'est pourquoi je suis si bien, et si beau, et si dodu, et tout va bien pour moi. Et si tu veux, tu peux venir avec moi, et tu vas avoir la même chose que moi. » Le loup considère vraiment cette solution, car pour lui, la vie est très dure dans la forêt. Il est toujours en survie, il pourrait toujours mourir de faim, et il voit son poil qui est pas beau, il est maigre et tout ça, il est pas en forme. Mais observant encore le chien, il dit « Mais qu'avez-vous donc là? » Il dit quoi? À votre poil ici, qu'est-ce que cette trace bizarre? » Le chien dit « Oh, c'est rien, c'est rien. » Mais quoi encore? Qu'est-ce que cette trace bizarre que vous avez tout le tour ici de votre col? Le chien dit « Ah ben ça c'est mon collier, c'est le collier de ma laisse. » Qu'est-ce donc? Eh bien sûr, le maître m'attache. Le loup dit « Quoi? Vous ne pouvez partir, quitter votre ferme quand vous voulez? Si vous avez envie de vous balader, d'aller explorer, de partir faire une promenade, etc., vous ne pouvez pas? » Le chien dit « Non, je suis attaché ici, en permanence. » Le loup dit « Ah, très bien. » Et sur ce, ils se séparèrent. Le loup a choisi la vie dans la forêt, avec tout ce que ça veut dire de difficultés, en mode survie, etc., plutôt que d'être dépendant d'un maître, et même s'il est très confortable, d'être soumis et attaché, donc non libre. Alors dans la fable du chien et du loup, eh bien, on a certainement un Diogène qui décide, comme le loup, de vivre une vie austère, très simple, axée sur la survie, mais qui lui procure une liberté totale. Pour Diogène, le bonheur est présent lorsque nous atteignons l'autarcie. Qu'est-ce que ça signifie, l'autarcie? L'autarcie signifie se suffire à soi-même, ne dépendre de rien ni personne. C'est ainsi que Diogène, par l'autarcie, le fait de se suffire à soi-même, est une liberté radicale. Et cette liberté radicale égale bonheur, égale autarcie, tout ça est des équivalents pour Diogène. Ainsi, le malheur serait vu comme toute forme de dépendance. Dépendance à l'égard des biens que nous possédons, dépendance à l'égard des autres, à l'égard de riches, de puissants, dépendance à l'égard de gens qui vont nous donner une bonne réputation, qui vont nous donner des honneurs, qui vont nous donner de la gloire, qui vont nous donner de l'argent. Dépendant à l'égard de nos désirs. Si nous ne maîtrisons pas nos désirs, on est encore pas pire en lien avec le stoïcisme, mais Diogène pousse ça à l'extrême encore plus. Il faut se défaire de nos désirs, donc ne plus être dépendant de quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que propose Diogène pour atteindre le bonheur? Il y a 3 propositions que nous fait Diogène. D'abord, Diogène propose de nous débarrasser du masque des convenances. Le conformisme social pour Diogène est de l'hypocrisie. L'humain n'est véritablement authentique que s'il se défait des règles de bienséance et des valeurs civiques. Il faut cesser d'être des bêtes de cirque.
Alors pour Diogène, il observe sa société, il voit les gens qui sont là avec leurs costumes, leurs parures, avec leurs bonnes manières, avec leur façon de tenir leur soucoupe, oh le petit doigt en l'air et tout ça. Donc toute l'étiquette, toutes les convenances pour Diogène, c'est de l'hypocrisie. Il regarde le chien. Hein, puis ceux qui aiment les chiens, vous avez votre chien. Le chien, là, il y en a rien à faire. De quoi il a l'air quand il mange? Il a faim, il a soif, c'est bon, il mange. Il fait du bruit en mangeant. Il a pas des bonnes manières. Ah, il y en a qui éduquent leur chien pour que le toutou soit bien civilisé. Mais ça, pour Diogène, ça serait un chien décadent. Ça serait un chien dénaturé. Il pleurerait pour ce chien qui a appris trop les bonnes manières. Mais un chien qui est resté chien, eh bien, n'en a rien à faire de l'étiquette, de toutes ces convenances, de tous ces artifices qui, pour Diogène, font de nous des bêtes de cirque. Et quand on y pense, quand on est juste entre nous, ou juste à la limite avec nous-mêmes, qui n'apprécie pas de prendre son assiette et de licher son assiette quand c'est bon? Et dans le fond, avec Diogène, on dirait, si vous êtes avec vos amis, vos parents, si votre famille accepte d'entrer, de découvrir dans le cynisme, donc prochain souper de famille, si le souper est vraiment bon, là, est-ce qu'il y a des familles où on se permet de prendre notre assiette puis de licher? Eh bien, dans les familles où c'est interdit puis que c'est vu comme étant là, l'affaire là, de la honte, là, eh bien, nous sommes dans une famille qui est vraiment à l'opposé du cynisme. Si dans votre famille, toutefois, ou chez des connaissances, vous savez qu'il y en a qui font ça, eh bien, vous pouvez vous imaginer que c'est dans l'affiliation du refus des conventions, des convenances, de la bienséance, parce que, évidemment, si on y va juste avec notre élan naturel, comme si on était un toutou, un chien, bien, le chien, il licherait son assiette jusqu'au bout, n'en laisserait absolument aucune goutte si c'est si bon. Imaginez-vous donc un jour, il était tranquille, toujours dans son tonneau. Son tonneau, il pouvait le déposer ici et là, soit en plein Athènes ou un peu plus loin dans la campagne. Imaginez-vous que c'est l'empereur Alexandre le Grand lui-même qui, ayant entendu parler de Diogène à travers la Grèce, à travers l'Empire, eh bien, il l'a trouvé, il est allé le voir et il a dit, un peu en échange de ses enseignements pour lui proposer, lui faire une approche, c'était quand même mal connaître le cynisme, et Diogène, il lui dit « Dis-moi ce que tu veux, et je te l'offrirai. » Alors là, vous pouvez vous imaginer, il y a Alexandre le Grand qui vous offre ce qu'il veut, du pouvoir, de l'argent, de l'or, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'a répondu Diogène? Dans une apostrophe célèbre à l'égard d'Alexandre le Grand, « Ôte-toi de mon soleil. » C'est ainsi que Diogène, pour lui, était dans une égalité fondamentale entre tous les hommes. Il y avait l'empereur le plus puissant de son monde qui était devant lui. Il l'a juste tassé comme ça en lui disant. Mais ce faisant, Diogène lui avait quand même enseigné tout le cœur de sa philosophie qui résidait là, en une seule phrase, en un seul geste. Tout ce que j'ai de besoin, c'est mon soleil. Deuxième proposition, Diogène nous propose de nous débarrasser de tous nos biens et désirs superflus. Et par là, eh bien, dès qu'on habite dans une maison avec des appareils, des choses, des vêtements, des valises, des lampes, des téléphones, des imprimantes, des ordinateurs, des bottes, un bicycle, n'importe quoi, là. Puis on peut en accumuler des biens à l'infini, un barbecue, une roulotte, une tente, tout, qu'est-ce que vous voulez. Eh bien, pour Diogène, c'est de s'en débarrasser carrément. Et quand on dit des biens superflus, eh bien, ça va loin. Alors pour Diogène, vouloir se faire remarquer, vouloir avoir une bonne réputation, et ainsi se conformer, être dans le conformisme en permanence avec toutes les conventions, les règles de bienséance, eh bien pour lui, ce sont des désirs superflus qui dénaturent notre vie et qui finalement nous rendent malheureux parce qu'on n'est pas authentique avec nous-mêmes. Pour Diogène, l'humain en a rien à faire de tout ce décorum, ces sparages-là, et pourrait pas vivre librement sans s'en faire avec tout ça. Alors la mondanité, le fait de vivre dans une société, de regarder, de surveiller, de se juger, etc. Pour Diogène, tout ça c'est de l'hypocrisie. Et chaque humain qui entre dans ça perd son bonheur. Mais et c'est ça qui est le plus triste pour Diogène, perd son authenticité.
On n'est pas authentique quand on se plie à toutes ces conventions-là, quand on désire bien paraître. Donc, on se soumet, on fait des choses qu'on n'aurait pas envie de faire pour avoir les bonnes réputations, les honneurs. Et qu'est-ce qu'on fait pas pour avoir tous ces biens? À quoi est-ce qu'on se soumet pas? Le travail, des fois les mensonges, de l'arnaque, etc. Pas faire nécessairement le bien pour obtenir de l'argent, pour obtenir des biens. Donc, pour ça, c'est pour Diogène, tout ça, ça va à l'encontre de l'authenticité et de la nature profonde de l'être humain. Alors, c'est pas que Diogène n'avait pas de vie sexuelle, au contraire, ceux qui liront le texte qui est proposé en fin de diaporama pour aller plus loin découvriront toutes sortes d'anecdotes vraiment très crues avec la question du sexe pour Diogène. Cependant, pour Diogène, il ne fallait pas être esclave. Donc, des gens qui sont esclaves de la nourriture, qui vont se goinfrer, des gens qui sont esclaves du sommeil, donc qui vont paresser, qui vont faire la grasse matinée, ou des gens qui sont esclaves du sexe, donc qui en ont jamais assez, qui sont jamais satisfaits, qui en prennent trop, finalement. Eh bien, pour Diogène, c'est de l'esclavage parce que les gens sont prêts à tout pour satisfaire ses désirs et donc deviennent esclaves de leurs propres désirs. Encore ici, on rejoint le stoïcisme, mais on pousse ça vraiment à l'extrême, au point que Diogène entre en privation. Diogène, avec les cyniques, entre dans une épreuve. Il va se priver. Il va se priver de sommeil. Il va se priver de nourriture. Il va se priver de sexe pour s'endurcir. Pour être sûr qu'il n'est pas esclave de tout ça. En fait, si on réalise, on a l'impression que quand on acquiert un bien, que le bien est pour nous et que c'est nous qui possédons le bien en question. Peut-être qu'à votre âge, vous possédez quelques petites choses, votre téléphone, votre sac, votre ordinateur, quelques meubles, ou si vous êtes en appartement, peut-être un peu plus. Mais réalisez à quel point, à chaque fois que vous possédez quelque chose, est-ce que c'est pas la chose qui commence, en fait, à vous posséder? Il faut vous occuper de cette chose, il faut l'entretenir, il faut la payer, il faut la remplacer quand elle brise, il faut la protéger pour éviter de se faire voler. Quand on a une maison, puis si en plus on a une maison de luxe, puis qu'on a plein de biens super coûteux et de luxe à l'intérieur, est-ce que vous allez partir sans barrer vos portes, sans un système d'alarme? Et là, ça commence. Alors là, il faut payer pour le système d'alarme, il faut payer pour ci, il faut payer pour ça. Et donc, pour Diogène, en fait, c'est pas nous qui possédons nos biens, ce sont les biens qui nous possèdent. Alors Diogène nous propose de se libérer, de se défaire, de jeter, de donner, en fait, de se débarrasser de tous ces biens superflus qui nous possèdent l'esprit, parce qu'on s'en préoccupe, on se soucie, je veux pas perdre mon bien, je veux pas me le faire voler, il faut pas qu'il se casse, hey, si mon téléphone se casse, hein? Donc, il y en a qui ont l'impression de mourir, là, s'ils voient leur téléphone se casser. Alors, eh bien, pour Diogène, vous êtes esclave de votre téléphone, c'est le téléphone qui vous possède. Lui-même ne possédait qu'un manteau pour se tenir chaud et un petit bol pour boire de l'eau et mettre sa nourriture. Eh bien, un jour, Diogène vit un enfant qui buvait à la fontaine avec ses mains. Comme ça. Il a eu l'illumination cynique et dit « Cet enfant, dit-il, m'apprend que je conserve encore du superflu. » Alors, sur ce fait, il prit son bol et il l'a cassé. Et s'en était débarrassé, donc il n'avait plus à le traîner, à s'en soucier, à pas l'oublier, à le réparer ou à s'en retrouver un autre si ça le faisait voler ou perdre. Donc, vous voyez à quel point il est allé dans le dénuement. Il possédait son tonneau, si on peut dire que c'était une possession, il l'avait pris comme ça, et il possédait son manteau. Pour le reste, se nourrissait en pêchant, en cueillant des fruits et en mendiant. Les gens lui apportaient. Il se tenait comme un mendiant. C'était un philosophe clochard. Et donc se tenait et mendiait sa vie. Dernière proposition que Diogène nous fait. Diogène propose de nous endurcir par l'épreuve. À s'endurcir.
Alors, on est un précurseur de Nietzsche ici avec « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Par l'épreuve, nous devenons plus forts. Alors Diogène, toute sa vie, s'est mise à l'épreuve, s'est endurci, la faim, le froid, le manque de sommeil. Et on pourrait dire, mon Dieu, c'est effrayant, qu'est-ce qui est arrivé? Pourtant, rappelez-vous, il a vécu 86 ans. C'est le philosophe qui a eu la plus longue longévité de l'époque et qui clenche pas mal d'êtres humains actuellement, d'ailleurs, même avec un mode de vie aussi austère et aussi exigeant. Pour Diogène, partout où il regarde dans la société athénienne, il voit de l'hypocrisie, de l'incohérence et de l'absurdité. L'absurdité qui signifie quelque chose qui n'a pas de sens, qui est insensé. Pour lui, il voit ça puis il se dit « Mon Dieu, que ces gens sont dénaturés! Mon Dieu, qu'ils s'en rendent pas compte à quel point ils sont pas à la hauteur de leurs principes. » Lui s'efforçait d'établir des principes et de vivre à la hauteur de ces principes. L'anecdote de la lanterne. Il se promenait dans la foule, en plein jour, avec une lanterne allumée, en répétant « Je cherche un homme, je cherche un homme ». Que signifiait-il par là? Il signifiait à tous que personne, il était dans la foule, il y avait des humains, homo sapiens partout autour de lui, et pourtant, de tout ce qu'il voyait, personne n'était à la hauteur de ce qu'est un homme pour le cynisme, c'est-à-dire un humain qui vit, oui, rationnellement, c'est-à-dire qui croit pas aux charlatans, qui est pas superstitieux, qui pense bien, qui pense droit, mais qui vit en accord avec la nature la plus élémentaire, qui vivrait comme un chien vit, un chien sauvage vit. Il avait été l'élève de Socrate quelque temps. Et pour lui, Platon était lui-même aussi dénaturé. Eh bien, Diogène, l'anecdote veut que Diogène avait réussi à ridiculiser Platon absolument dans son académie, donc dans son école même. Platon avait dit, à son académie avec ses élèves, l'humain, qu'est-ce que l'homme? L'homme est un animal sur 2 pieds, sans plumes et sans cornes. Et tout le monde avait été d'accord autour de Platon. Diogène arriva un bon jour dans l'académie et dit « Voici l'homme de Platon ». Il était arrivé avec un coq plumé, ce qui bien sûr montra la limite de la définition de Platon. Et sur cette suite à l'événement, donc Platon avait été ridiculisé devant tous ses élèves avec Diogène qui dit « Voici l'homme de Platon ». Et Platon avait corrigé sa définition en ajoutant « L'humain est un animal sur 2 pieds, sans plumes et sans cornes, avec les ongles larges et plats. » Donc pour Diogène, tout ça c'était des spéculations, c'était absurde, c'était une perte de temps de dire des choses comme ça, des choses aussi évidentes que « qu'est-ce qu'un homme ?»
Aujourd'hui, le cynisme est-il encore d'actualité? On entend ce mot, si vous tapez cynisme sur Google, vous allez voir une série de liens qui disent « Oh non, la montée du cynisme, la montée du cynisme ». Comme on se le disait, le cynisme, c'est une attitude politique désabusée qui croit plus à rien, qui croit plus aux institutions, à la démocratie, qui décroche, quelqu'un qui est égoïste, qui pense juste à lui, qui s'implique pas. Eh bien, il reste encore de l'actualité au cynisme de Diogène qui dépasse largement cette sorte de caricature du cynisme, pourrions-nous dire. Eh bien, les modes de vie marginaux, le friganisme, les frigans ou en français le gratuivorisme. Donc, les gens qui vont vivre dans le gratuit, c'est des gens qui vont manger ce qu'il y a dans les poubelles des épiceries. Donc, si les épiceries jettent leur surplus, les frigans vont aller le prendre et le manger. C'est des gens qui vont vivre dans les poubelles du monde, finalement. C'est aussi des modes de vie, le friganisme, le gratuivorisme, des gens qui vont vivre avec les banques alimentaires anti-gaspillage. Au cégep, il y avait le frigo. Donc, le frigo, qui était un endroit où on pouvait prendre la nourriture gratuitement, donnée par les gens. Souvent, cette nourriture-là, c'était pas nécessairement la plus fraîche des plus fraîches, mais on pouvait la prendre, quoique c'était écrit de mettre que quelque chose qui était frais puis qui se mangeait. Donc, le frigan, le mode de vie frigan, c'est droite ligne jusqu'à Diogène. Par ailleurs, on pourrait dire que les modes de vie écologiques, aujourd'hui, les gens qui veulent plus avoir une grosse maison, une grosse responsabilité, une grosse empreinte écologique et qui voudraient vivre dans des mini-maisons, les tiny house. Donc, c'est des mini-maisons autonomes, autarciques en énergie et en eau. C'est des petites maisons tout petites qui coûtent pas beaucoup d'énergie et qui sont autonomes avec leur production énergétique puis leur apport en eau, bien souvent de l'eau de pluie, traitée, filtrée. Alors, ces mini-maisons autonomes, autarciques, ça aussi, ça sera en droite ligne avec le cynisme. Enfin, la critique radicale de nos institutions politiques. Donc, le fait de dire « c'est n'importe quoi, les institutions politiques ». Ben écoutez, c'est une pratique qui est saine. Faut bien se le dire, quand quelque chose marche pas, il faut bien qu'il y ait des gens qui puissent critiquer. Et qui veut critiquer? Qui veut risquer son emploi? Qui veut risquer ses relations? Pour dire la vérité, qu'il y a des affaires qui n'ont pas d'allure dans ce qui se fait. Eh bien, il est utile que des personnes conservent leur liberté de parole et de pensée et que ces personnes-là puissent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais qu'ils n'osent pas dire. Donc, avoir quelques Diogènes dans notre société, à partir du moment où c'est déjà Diogène n'est pas violent, il va provoquer, c'est tout. Il ne fait rien de mal. Eh bien, c'est une pratique saine pour une société de se faire fouetter un peu puis de se faire dire « Mon Dieu, OK ». Donc, Diogène est un rempart à la décadence, un rempart au fait de devenir mollasson, puis de plus avoir de force, puis de plus endurer rien, puis de... bon. Alors, et de faire n'importe quoi, et de se soumettre, et de devenir complètement inauthentique. Alors, apprécions nos Diogènes, si nous n'en sommes pas un particulièrement nous-mêmes, apprécions-les pour ce qu'ils font, qui nous rappellent que des fois, on n'a vraiment pas de bon sens.